Ce matin, on a vu les techniques. Et donc, je pense que ce sujet, c'est comment, à partir des techniques, on peut imaginer effectivement de nouvelles façons de concevoir les enfants, et notamment comment nous, praticiens, on est en fait confrontés à des demandes que certes la technique permet, mais qu'on n'avait pas forcément anticipées lorsque on a mis au point ces techniques. Alors je vais passer de façon assez rapide ce que nous permettent aujourd'hui ces techniques. Effectivement, elles nous permettent de nous affranchir d'un certain nombre donc, de repères naturels de la procréation. Tout d'abord sans l'acte sexuel, mais avec un médecin et par le biais d'une technique, sans participation à la conception, je dirais par le don de gamètes, le don de sperme, le don d'ovules, et depuis pas très longtemps par l'accueil d'embryons, en ce sens que parmi les embryons surnuméraires dont vous a parlé Nelly ce matin, effectivement, un certain nombre de couples peuvent accepter de donner ces embryons à des couples que l'on n'a pas réussi à traiter par les techniques jusqu'alors mises au point. Et donc, c'est une situation un peu intermédiaire entre l'adoption et le don de gamètes. Ensuite, sans participer à la gestation, c'est la GPA. Là, je n'en parlerai pas parce que je crois que ce serait encore un autre débat. Et je vais me limiter quand même. Et puis, de toute façon, là, on n'a pas affaire à une technique. C'est plutôt une question de relations humaines. Enfin, ces techniques, elles nous permettent finalement le défi au temps, c'est-à-dire le défi à l'âge, par la conservation des spermatozoïdes, le don d'ovules, on en a parlé ce matin, les embryons congelés, effectivement, que l'on peut concevoir à un moment donné, à une période de sa vie, et que l'on pourrait imaginer de ne transférer qu'à 43, 44, 45 ou 48 ans. L'accueil d'embryons, ici aussi. Autre repère dont on pourrait s'affranchir, c'est effectivement aussi celui de la mort. Celui de la mort avec l'autoconservation des spermatozoïdes et aussi les embryons congelés qui pourraient être transférés effectivement en post-mortem. Enfin, on pourrait aussi, grâce à ces techniques, proposer d'autres modèles de famille. Et ce sont effectivement des demandes, vous savez, que l'on discute aujourd'hui dans la prochaine révision de loi de bioéthique. Ce sont celles des femmes seules, celles des couples homosexuels femmes et homosexuels hommes. Alors les questions qui se posent entre d'abord le désir d'enfant et le droit à l'enfant. Alors le désir d'enfant, qu'est-ce qui pousse un certain nombre de couples hétérosexuels à transgresser des repères naturels de la procréation pour absolument concevoir un enfant? Et à l'opposé, qu'est-ce que le droit à l'enfant? À savoir le fait que des hommes et des femmes se trouvent dans des situations sociales ne permettant pas de concevoir biologiquement, mais qui veulent s'autofonder dans la capacité à fonder une famille avec l'aide d'une technique, d'un médecin et aussi l'aval de la société. Et donc, dans la famille traditionnelle, c'est simplement le prolongement logique de la rencontre d'un homme et d'une femme, mais dans les situations invoquant un droit à l'enfant, on peut effectivement aussi s'interroger sur n'y a-t-il pas, à cette occasion-là, une instrumentalisation de la médecine pour parvenir à justifier cette autre référence de la famille, voire même une instrumentalisation de l'enfant. Alors les questions qui se posent, c'est que vient faire la médecine là-dedans et jusqu'où doit-elle participer effectivement à l'artifice de la conception d'un enfant? Et le médecin déjà peut se poser quelques questions. À quel titre intervient-il? À quel titre intervient-il? Dans la mesure où, tout dépend d'ailleurs du système dans lequel il fonctionne, on peut imaginer que, effectivement, on prenne le système ultralibéral des États-Unis, où le principe de l'autonomie est mis en avant, et donc il y a une espèce de contractualisation entre les différents intervenants, entre le médecin, entre le donneur de gamètes et le couple, avec effectivement à la clé une rémunération pour chacun des intervenants et le fait que ce couple doive payer pour accéder à sa demande, et donc une certaine inégalité, bien sûr, des possibilités d'accès
car il y a une surenchère permanente par rapport à la demande exigée au départ par le couple. Et puis on peut imaginer que ce médecin se trouve dans un autre contexte qui serait plutôt le mien, celui de notre société, en fait, du public, où en principe on fonctionne sur le principe de la solidarité. Et de fait, la solidarité à travers le fait que ce sont, par exemple, des donneurs qui donnent bénévolement, mais aussi que ces couples sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale, et donc un financement par la collectivité, et où donc la société doit organiser un petit peu les règles de prise en charge. Alors, qu'en est-il par ailleurs de la responsabilité de fait de valider telles ou telles indications? Et là, on peut se poser la question, je dirais, du principe de bienfaisance vis-à-vis du couple, car on est médecin, en général, on est là pour satisfaire des demandes. Mais à cette occasion-là, ne faut-il pas aussi s'interroger sur le fait qu'on puisse être malfaisant, peut-être, par rapport à l'intérêt de l'enfant à naître? Donc, toujours la question du couple et en miroir l'intérêt de l'enfant. Et s'il est probable que ces enfants ne regretteraient pas 15, 20 ans ou 30 ans plus tard un jour d'être nés, ils pourraient quand même invoquer certaines conditions de leur naissance, la singularité de leur conception, pour invoquer un certain préjudice à leur épanouissement personnel. Et donc, à ce titre, aussi invoquer peut-être une responsabilité de la société, d'où la nécessité que, je dirais, toutes ces règles soient aussi validées par l'ensemble de la société. Alors donc là, je vais développer mes 4 situations, qui sont celles de l'âge, du défi à la mort, et puis des femmes seules et des couples de l'homoparentalité. Alors, le premier repère dont on peut s'affranchir, c'est celui de l'âge. Alors, celui de l'âge, dans la loi de bioéthique, il est dit en âge de procréer. En âge de procréer, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour l'homme, il n'y a pas de limite physiologique donc nette à la reproduction, mais néanmoins, il existe une altération donc de la fertilité avec l'âge. Il y a par exemple une diminution des valeurs spermatiques avec l'âge. Il y a aussi une sexualité qui est plus ou moins perturbée, d'autant qu'interviennent quand même aussi des interventions, notamment sur la prostate, qui font qu'il y a une perturbation quand même de la fonction de reproduction. Néanmoins, c'est plus souvent une hypofertilité qu'une vraie stérilité, et donc on peut les traiter avec l'insémination, avec la fécondation in vitro, voire l'ICSI. Et s'il doit y avoir une limite à la mise en œuvre de la technique, où mettre la barre? 50, 60, 65, 70, et pourquoi pas au-delà? Et d'ailleurs, sur quels arguments? La principale question, c'est celle de la représentation paternelle et de la capacité de cet homme à exercer cette fonction pendant, nous demandons, un minimum de temps, je dirais, pour le bénéfice et l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'il assume cette paternité pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans? Et là, c'est extrêmement difficile, bien sûr, à évaluer pour chaque homme, puisqu'il y a aussi un âge physiologique, et que là, on entre dans des évaluations extrêmement complexes. La deuxième question, c'est aussi celle de la motivation de la demande d'enfant par rapport à ces couples où l'homme est extrêmement âgé, mettons 65, 70 ans, avec une femme qui, effectivement, en général, a moins de 40 ans, et où on se rend compte que le projet d'enfant est en fait souvent plutôt porté par la femme que par l'homme, dans la mesure où cette femme n'a jusqu'alors pas réussi à concevoir, et où l'homme, très souvent, a en fait plusieurs enfants, d'une ou même plusieurs unions préalables, et on est quelque part souvent en train de se poser la question si on n'est même pas dans une situation de demande de femme seule, on le verra plus tard. Mais ça reste aussi, bien sûr, il y a une part de subjectivité dans cette analyse-là. Néanmoins, les demandes sont peu nombreuses après 60 ans, il faut bien le reconnaître. Elles sont traitées au cas par cas, je dirais, en fonction des équipes. Certains admettent ou refusent plus ou moins facilement. Et aujourd'hui, quand même, sur un certain nombre d'équipes, il y a un consensus pour, théoriquement, ne pas accepter les demandes au-delà de 60 ans. Alors maintenant, il y a des situations qui nous paraissent quand même nettement plus artificielles. C'est par exemple la situation de l'autoconservation des spermatozoïdes. Jusqu'à quel âge la pratiquer? Aujourd'hui, normalement, au quotidien, elle est prévue pour des hommes jeunes qui sont confrontés à une maladie cancéreuse et qui risquent d'être stérilisés, qui n'ont d'ailleurs pas forcément conçu d'enfants jusqu'alors, et donc c'est pour préserver leur fertilité. Mais aujourd'hui,
nous avons une autre situation dans laquelle elle est proposée presque systématiquement, et Pierre Joannet l'a évoqué ce matin, c'est celle des hommes aux alentours de la soixantaine, qui, on le sait, sont touchés très fréquemment par une pathologie de la prostate, notamment le cancer de la prostate, et qui nous sont adressés aujourd'hui, donc, un peu systématiquement, avec une demande d'autoconservation de sperme avant l'intervention. Et la question se pose là, où mettre la limite de l'utilisation de ces gamètes, car la problématique n'est pas dans la congélation, c'est bien sûr, ce sera celle de l'utilisation. Car s'il conserve à 60 ans, le projet d'enfant peut intervenir effectivement 5 ans, 10 ans, voire 15 ans plus tard. Et j'ai eu une demande, moi, à 74 ans. Donc, ça nous pose question. Et effectivement, est-ce qu'on doit mettre une limite dans l'utilisation de ces gamètes? Mais c'est d'autant plus difficile qu'on a accepté la congélation au préalable. Et il nous apparaît difficile de dire que cette congélation n'est valable que pour 5 ans, ou peut-être 10 ans. Donc de fait, on est plutôt amené à accepter, mais néanmoins, ça pose question. Alors maintenant, on a aussi une autre situation qui est celle qui est la demande d'un homme âgé, donc de plus de 60 ans, 65, 70, 75, et qui nous sollicite là pour une stérilité définitive, donc il n'a plus de spermatozoïdes, et il veut un don de gamètes. Et cette situation nous pose aussi problème, car dans le don de gamètes, dans le don de spermatozoïdes, nous avons aussi l'expérience dans la sécose de constater que, en fonction de l'espérance de vie de l'homme, va probablement se poser ensuite la question de la levée de l'anonymat, par rapport au fait qu'il y a d'autant plus de demandes de levée de l'anonymat qu'il y a une vacuité de la référence paternelle a posteriori. Et donc, ça nous pose aussi question dans ce contexte. Alors maintenant, chez la femme, la limite physiologique, on en a beaucoup parlé ce matin, elle est aux alentours de la quarantaine. La question se pose donc pour le don d'ovocytes. Initialement, il a été envisagé pour satisfaire donc des pathologies médicales, des ménopauses précoces, mais bien sûr, il offre de nouvelles possibilités à la procréation féminine, au-delà donc de ces possibilités naturelles. Et nous sommes confrontés donc à un véritable phénomène social aujourd'hui, qui font que de nombreuses femmes ont effectivement, on l'a évoqué, ont laissé passer leur chance de concevoir un enfant dans la période de fertilité naturelle, pour des raisons professionnelles, parce que parfois même elles n'ont pas rencontré le compagnon idéal, et elles veulent vivre un don grâce au don d'ovocytes. Et donc, parce que la technique existe, effectivement, il y a une demande qui est générée par cette technique. On a aujourd'hui une implosion des demandes, je dirais, de cet ordre. Ce sont en général des demandes qui aujourd'hui vont dans les pays avoisinants, car on est incapable de les satisfaire sur le sol français. Elle pose aussi quand même des problèmes, deux problèmes, un problème médical, non pas aux alentours de 42, 43 ans, mais au-delà de 45 ans, avec des risques quand même réels, je dirais, pour la patiente, notamment sur le plan vasculaire, et aussi pour la grossesse. Et puis, surtout, bien sûr, ça nécessite un nombre accru de donneuses, et donc, d'où une marchandisation que l'on connaît aujourd'hui dans les pays avoisinants. Donc, on a ici la conjonction d'une technique et d'un phénomène social qui amène à une demande et qui, surtout, insidieusement, donne l'illusion d'une nouvelle limite, beaucoup plus tardive, à la possibilité de procréer sur le plan féminin. Et sur ce plan-là, on peut aussi se poser la question, est-ce que, par rapport à cette question de l'âge, c'est forcément la technique médicale qui doit traiter la question? Est-ce que notre société ne devrait pas aussi réfléchir peut-être à aménager la société de façon à permettre aux femmes de concevoir dans une période qui leur serait dévolue, qui ferait qu'en fait, elles ne seraient pas pénalisées au plan notamment professionnel, au plan financier, par le fait de se réserver quelques années pour concevoir leurs enfants. Donc ça, c'est une question que je lance par rapport à l'utilisation de la technique. Mais on verra qu'elle peut se reposer sur bien d'autres situations. Deuxième repère dont on peut s'affranchir, c'est celui de la mort. L'autoconservation des spermatozoïdes, effectivement, son utilisation est interdite en post-mortem aujourd'hui.
Mais que faire dans des situations qui sont relativement fréquentes aujourd'hui, notamment que je qualifierais de pré-mortem? C'est-à-dire qu'en fait, on a un homme qui vient d'être traité pour un cancer, mais en fait, son cancer a été pris relativement tardivement, et donc il y a une extension par le biais des métastases, et en fait, le pronostic à court terme est assez péjoratif, voire tout à fait compromis, et le couple fait un projet d'enfant à ce moment-là, peut-être d'ailleurs parce que le projet existait antérieurement. Et dans ce contexte, comment réagir sur le plan médical, puisque nous savons que probablement cet enfant n'aura pas de père effectif et qu'il sera orphelin de père. Et le plus souvent, nous sommes contraints d'accepter, en s'étant quand même assuré effectivement au préalable que les deux membres du couple sont quand même au courant du pronostic, et notamment la femme, qui, elle, va sûrement avoir à assumer cette situation a posteriori. Mais la question se pose quand même pour l'enfant dans les deux situations qui sont équivalentes, que ce soit en insémination post-mortem ou pré-mortem. Cet enfant n'aura pas de père. Et quelle responsabilité on a dans ce contexte-là? Envisageons maintenant la situation des embryons congelés. Aujourd'hui, le transfert des embryons post-mortem est interdit. Vous savez que M. Sureau se bat depuis un certain temps, effectivement, pour obtenir, je dirais, une exception au transfert des embryons, dans une circonstance assez exceptionnelle, qui est effectivement qu'à l'occasion d'une fécondation in vitro, l'homme peut décéder entre le moment où il a recueilli les spermatozoïdes et le 2e ou le 3e jour du transfert des embryons. Et donc, il y a eu un cas, on appelle ça le cas Pires, des époux Pires à Toulouse, et donc il est prévu éventuellement dans la prochaine législation qu'il y ait une ouverture, alors qu'il y a peut-être 3 cas qui se sont produits, je ne sais pas, en l'espace de 15 ans. Dans ce contexte-là, c'est véritablement exceptionnel. Néanmoins, voyons les conséquences. Nous pourrions donc être tout à fait tentés d'accepter, pour des raisons humaines, voire compassionnelles, je dirais, le transfert de ces embryons dans ce contexte-là. Alors, néanmoins, s'il y a autorisation du transfert dans ces cas, il faut bien se dire que dans un certain nombre de cas, il pourrait y avoir non pas le décès de l'homme, mais le décès de la femme, et qu'à ce moment-là, l'homme va demander le transfert des embryons par le biais d'une grossesse pour autrui, puisque ça pourrait aussi être possible. De même, dans les demandes de conception pré-mortem que j'ai évoquées tout à l'heure, la FIV serait alors le moyen de concevoir un certain nombre d'embryons, mettant une dizaine d'embryons en pré-mortem, et constituerait ainsi le plus sûr moyen de permettre une conception en post-mortem, de façon beaucoup plus efficace, par exemple, qu'une insémination. Et je pense que nous aurions une augmentation des demandes des FIV dans la situation de pré-mortem que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors maintenant, sur le fond, quelle est la signification de la poursuite d'un projet d'enfant dans ce contexte? Certes, je parle de la situation que j'ai évoquée avec le décès de l'homme, juste dans la fenêtre du recueil et du transfert. Certes, l'embryon est déjà constitué avant le décès de l'homme, et il y a eu consentement initial des deux membres du couple à la procréation médicalement assistée, tel qu'on le demande à chaque fois. Et si on prévoit cette possibilité aujourd'hui, il faudra aussi faire signer aux deux membres du couple un consentement à l'éventualité du transfert à l'homme si jamais il décédait. Ce qui, de fait, introduit le fait qu'on va banaliser la possibilité, je dirais, de réaliser ce transfert pour toutes les fécondations in vitro qu'on va réaliser, à travers le consentement qu'on va faire signer. Et donc, en cas d'autorisation de cette situation, quelle argumentation opposer désormais à ceux qui souhaitent, par exemple, une insémination post-mortem ou à celles qui demandent de faire un enfant seul? Dans le transfert d'embryon post-mortem, le père a disparu. Dans l'insémination post-mortem, il n'y a plus de père. Et dans la femme seule, il n'y a pas de père actuel, il y en aura peut-être un autre. Et je pense que par glissement successif, nous serions probablement amenés à valider toutes les situations de façon très progressive. Et donc, sur la question du repère de la mort, on peut aussi se poser la question au plan éthique. Est-ce que repousser véritablement les limites au point de ne plus respecter la mort, ce n'est pas quand même se servir de l'AMP et des médecins pour défier la mort? Or, si on ne respecte plus la mort en médecine, que va-t-on respecter?
Dernière question, dans cette situation, on va se poser aussi la question de la responsabilité de faire naître, comme je le disais tout à l'heure, un enfant qui sera orphelin de père. Donc, n'y a-t-il pas une responsabilité dans la mesure où tout ça est organisé, je dirais, par une équipe médicale, avec l'aval de la société, dans le fait de faire naître un enfant de cette façon? Et cet enfant ne pourrait-il invoquer plus tard, éventuellement, un préjudice à son épanouissement personnel, à travers le fait qu'on l'a conçu, de fait, en sachant qu'il n'aurait pas de père? Alors maintenant, je voudrais aborder la question des femmes seules. Dans les femmes seules, pour les demandes de femmes seules, il n'y a pas de couple, il n'y a pas de référence paternelle. Et cependant, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses femmes qui élèvent un enfant seul dans notre société, soit avec un père décédé, soit après une séparation, soit parce que tout simplement le père est absent. Toutes situations qui tiennent aux aléas de la vie et qui sont donc non volontaires. Mais néanmoins, un père a existé, ou existe encore, et a été à l'origine de ce projet d'enfant, et cette histoire pourra au moins lui être racontée. Dans le cas présent, il s'agit donc de construire là une structure familiale monoparentale qui est issue donc de la volonté d'avoir un enfant seul, sans référence paternelle dès le départ. C'est très souvent donc la situation, effectivement, on l'a déjà évoqué ce matin, de femmes qui ont un peu laissé passer, je dirais, le temps de la conception, qui n'ont pas rencontré le compagnon espéré et qui, proches de la limite d'âge pour concevoir, ne veulent pas laisser passer cette chance d'avoir un enfant. Elles peuvent se trouver dans deux situations, parce que j'ai de temps en temps effectivement ces demandes. Soit elles sont désespérées de façon définitive des hommes, et donc c'est bien un projet de faire une femme seule, mais certaines disent, et puis de toute façon, on aura peut-être la chance de rencontrer l'homme de notre vie, même après la conception de l'enfant, donc peut-être la possibilité d'un père. Donc l'objectif là, il est de ne pas concevoir, dans leur demande, il est de ne pas concevoir avec n'importe qui, mais plutôt avec un donneur d'une banque, par sécurité et aussi par souci d'anonymat. Donc là aussi, la technique permet de formuler un projet particulier dans ce contexte. Alors sur le plan de la faisabilité, il n'y a pas de problème, l'insémination artificielle permet tout à fait de résoudre cette situation-là. Sur le plan des conséquences, est-ce qu'il faut utiliser la médecine pour résoudre une situation d'ordre strictement social, alors que l'enfant résulte normalement de la rencontre d'un homme et d'une femme? Anticiper ici l'enfant dans l'espoir peut-être de rencontrer l'autre, n'est-ce pas quand même un peu un artifice? Et donc, est-ce que la société doit participer à cet acte? De fait, c'est aussi placer l'enfant dans une position très singulière sur le plan des interprétations des origines. Alors, est-ce que la médecine, donc, par le biais d'une médecine officielle, doit résoudre cette situation, qui, en y participant, la cautionne, la valide, et donc créer une nouvelle forme de famille? Est-ce que cette situation-là aussi ne devrait pas relever finalement d'une initiative et d'une responsabilité d'ordre strictement privé? En effet, la société a aussi, dans cette situation, au-delà de la naissance de l'enfant, à assumer peut-être des conséquences. Aujourd'hui, il existe quand même un certain nombre de travaux sociologiques qui montrent la difficulté pour une femme seule d'élever un enfant et la fréquente précarité de la situation, tant au plan économique qu'au plan psychologique. Et il semble qu'effectivement, ce soit toujours les plus favorisés qui soient les plus à même, je dirais, de se sortir de ces situations de façon satisfaisante. Car la société d'aujourd'hui, qui est fondée sur un modèle de famille donc traditionnel, avec deux membres, ne leur offre pas les moyens d'être aussi autonomes que les autres. Par exemple, elles ont d'extrêmes difficultés à obtenir un crédit. Il faudrait effectivement, dans cette situation, nécessairement à chaque fois des allocations de femmes seules. Enfin, une dernière question concernant l'enfant lui-même. Comment concevoir la référence paternelle dans une telle situation qui, dans le meilleur des cas, cela sera de l'ordre du probable pour celle qui espère encore rencontrer un compagnon. Et donc, en fait, une sorte d'adoption, puisque cet homme n'a pas été à l'origine du projet d'enfant,
et surtout, il n'a pas été acteur de ce projet. Dernier point, quelle représentation du donneur pourra se faire l'enfant? Elle sera sûrement plus facilement relativisée si sa mère rencontre un homme qui accepte de jouer le rôle de père et qui devienne acteur au sens réel de cette paternité. Mais si elle ne rencontre personne, alors face à ce vide de représentation paternelle, le donneur pourra être invoqué alors doublement. D'abord au titre des origines, probablement, et c'est en général dans ce contexte que des jeunes adultes demandent la levée de l'anonymat, mais aussi peut-être au titre d'une représentation paternelle qu'il n'aura pas eue. Et donc là, il y a une possibilité de double instrumentalisation du donneur dans son geste de donner. Enfin, concernant l'intérêt de l'enfant, toujours la même question, ne pourra-t-il pas invoquer a posteriori l'absence de père pour prétendre à une perte des chances dans son épanouissement? Alors maintenant, je vais passer aux familles homoparentales. Ici, donc, la notion de couple persiste, mais avec donc une sexualité qui, biologiquement, rend toute filiation impossible. Néanmoins, on pourrait assimiler ce cas à un couple hétérosexuel qui consulte pour, finalement, une raison médicale, c'est-à-dire qui est dans l'incapacité de procréer naturellement. À la réserve près quand même que les hétérosexuels ont symboliquement quand même la capacité d'avoir des enfants. Et donc la question essentielle est en fait celle de la remise en cause de la place du féminin et du masculin dans une institution sociale qu'est la famille au sens traditionnel et jusqu'alors construite autour de la différence des sexes. Donc le droit, et à travers la société, doit-il ou peut-il ici reconnaître donc une filiation biologiquement impossible? Et pour pouvoir avancer sur cette question, cela supposerait d'abord d'admettre que la sexualité puisse être autrement qu'hétérosexuelle. Je crois que ça, c'est quand même en passe d'être acquis. Mais aussi, deuxièmement, de valider que la référence paternelle ou maternelle n'est pas indispensable dans le couple famille au sens étroit du terme, sous réserve que, dans le cadre d'une famille élargie aux amis, on puisse retrouver les deux images des sexes. Enfin, troisième point sur lequel il faudrait avancer, c'est valider que la classification des individus selon leur sexe n'aurait ici pas lieu d'être, que le positionnement masculin ou féminin relève donc de la seule subjectivité de chacun d'entre nous. Donc en gros, s'auto-fonder selon la perception de sa propre nature, et ceci nous amènerait d'ailleurs assez loin à discuter des états intersexués et aussi, pourquoi pas, de la transsexualité. Nous avons d'ailleurs une expérience dans le fait que nous aidons actuellement à Cochin des couples transsexuels à concevoir une famille, mais en respectant l'ensemble des principes, je dirais, érigés par la loi. En partant du fait, effectivement, alors là, ce sont des situations où c'est l'homme, c'est une femme qui veut se transformer en homme et qui consulte donc avec une femme. Et donc, en partant du fait que cette situation-là pourrait être considérée comme une situation médicale, à travers le fait que des individus n'auraient pas un sexe psychique, je dirais, qui correspondrait à leur sexe physique. Et donc, ces hommes, ces femmes ont obtenu une transformation en hommes, se sont transformés, ont obtenu un changement d'état civil et consultent ensuite en couple avec une femme pour concevoir un enfant. La seule solution, c'est le don de sperme. Actuellement, nous acceptons un certain nombre de ces indications et nous sommes, de fait, je dirais, en adéquation avec les différents repères de la législation d'aujourd'hui. Si ce n'est sur le concept initial, qui est la raison médicale de cette situation et que certains peuvent évoquer en aspect psychotique ou une erreur de la nature. Alors maintenant, la faisabilité à travers l'AMP de ces différentes situations. Pour l'homoparentalité féminine, elle est facilement accessible par l'AMP classique, plus un don de sperme. Pour l'homoparentalité masculine, c'est quand même plus difficile à concrétiser. Il faudrait autoriser la GPA plus un don d'ovocytes. Et si on accepte la première situation, il faut s'attendre à devoir valider, bien sûr, la seconde. Les conséquences de tels projets.
Il est impossible aujourd'hui de prouver la nécessité d'une différence des sexes pour garantir un épanouissement satisfaisant des enfants, tant sur le plan psychosocial que sur le plan des orientations sexuelles. Rien n'a été prouvé de ce côté-là, y compris parmi les expériences déjà faites. Par contre, la question des origines paraît bien réelle pour les enfants. Dans l'homoparentalité féminine, il y a eu des publications, il est souvent évoqué aujourd'hui la logique de la levée de l'anonymat. Pourquoi ? Parce que, effectivement, certains enfants éprouvent quand même le besoin, d'une part, effectivement, d'invoquer la possibilité d'accéder à leurs origines, mais aussi éventuellement, à travers ça, à une référence paternelle. Et là aussi, donc, il y a un peu une double instrumentalisation du geste du donneur, qui, lui, n'est pas dans cette histoire et n'a pas forcément accepté, je dirais, un tel projet. Et donc, pour que la société puisse valider cette indication, il faudrait donc qu'elle ait une représentation de l'homosexualité qui ne soit pas celle simplement d'être contre nature, et enfin que des donneurs de gamètes issus de cette société, au sens large, puissent alors donner sur le même concept que pour un couple stérile, c'est-à-dire dans un geste altruiste, dépersonnalisé, au profit d'un autre couple reconnu comme devant être aidé au titre de la solidarité. Enfin, il faudrait aussi que ceux qui sont à l'origine de cette demande assument le principe de l'autofondation de leur position pour l'expliciter à leurs enfants et témoigner de leur histoire et non de celle du donneur. Alors, la dernière question, donc, c'est est-ce que le médecin doit intervenir dans de tels projets si la société ne peut avancer sur toutes ces questions ? Car ces projets pourraient aussi se concevoir dans des conditions semi-naturelles, avec le consentement des communautés homosexuelles femmes et hommes et masculines, qui s'entraideraient, qui se choisiraient avec un système de coparentalité, et certains l'ont déjà expérimenté, et qui permettrait donc à chacun des acteurs a posteriori d'argumenter et donc de justifier le point de départ de cette histoire, et notamment l'interprétation des origines. Le médecin ne serait donc là que pour le geste technique, sous réserve que la société valide l'engagement de chacun des acteurs. Donc vous voyez, sur ces 4 situations, j'ai essayé donc de positionner un certain nombre de questions. Peut-être, est-ce que j'en formule trop ? Peut-être pas assez. Je pense que le but, c'est de lancer le débat. Vous allez répondre. Néanmoins, c'est vrai que nous, on a une expérience quand même à travers, aujourd'hui, le don de spermatozoïdes sur, je dirais, à quels enjeux on est confronté. Ce n'est pas simplement la mise en route de la technique d'assistance médicale à la procréation, ce n'est pas simplement la satisfaction de la demande du couple, c'est aussi le questionnement éventuellement à venir à travers des enfants qui seront ainsi conçus, puisqu'aujourd'hui, on a quand même des enfants qui, 25 ans après, invoquent, si je puis dire, la singularité effectivement de leur conception et voudraient notamment effectivement demander la levée de l'anonymat, mais ce n'est pas là-dessus que je vais lancer le débat.